I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Heureuse de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre matinale Quinqueliba. Vous le savez, depuis hier, nous sommes en direct et vous avez donc la possibilité de réagir tout au long de ces 90 minutes sur nos différentes plateformes digitales. Deuxième numéro de la semaine. En plateau, vous retrouverez vos chroniques habituelles du mardi. Hadi pour la littérature, Hassan Sine pour l'administration et notre invité qui sera accompagné par Alioune Badarakan en plateau. Vous pouvez également, et vous le savez probablement, si vous êtes un habitué de cette émission, poser des questions à nos invités, à nos chroniqueurs en plateau. Je voudrais vous rappeler nos capsules habituelles de cette émission. La gym avec le coach Tandara, le bulletin météo avec nos partenaires de la Nassim et avant 7h30, le bulletin d'info de la matinale Quinqueliba. Le sommaire est complet et pour démarrer, on découvre les prévisions du jour. Dans un petit moment, je vous retrouve en plateau avec le même plaisir avec l'équipe du jour. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez bien repris, vous avez bien récupéré. Alors, je le disais hier, évidemment, un entraînement assez progressif dans son intensité. Aujourd'hui, avec le coach Bou, nous allons passer à la gym bâton. Alors, le bâton, mesdames et messieurs, on a l'habitude de dire, évidemment, ce petit engin assez portatif, mais tout de même, eh bien, l'efficacité du bâton n'est plus à démontrer quand il s'agit justement de faire de la gym avec cet instrument. Mesdames et messieurs, encore une fois, suivez-nous avec le coach Bou et toujours dans la gym personnalisée. Et là, vous allez prendre beaucoup de notes, mesdames et messieurs, puisqu'à votre tour maintenant, de faire ces exercices. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci à coach Tandra de nous avoir donné la parole encore. Donc, on est là aujourd'hui pour présenter ce qu'on appelle le renforcement avec le bâton. Donc, vous savez bien, on peut faire de la gymnastique avec ce petit engin qui est le bâton. Vous pouvez l'avoir chez vous. Donc, c'est assez portatif, comme l'a dit coach Tandara. Et vous pouvez pratiquer vos tonifications, votre programme de tonification musculaire par rapport à ce que c'est que cet engin. Et avec juste des exercices douces, classiques, qui vont permettre un développement de votre tonification musculaire. Et vous savez bien, avec cet engin-là, si vous êtes très en forme, vous pouvez l'utiliser pour avoir de très, très bons résultats et n'empêche procurer du bien par rapport à votre état de santé, votre forme physique et dessiner en même temps votre silhouette. Il y a toujours des exercices à proposer avec cet engin-là et on va les faire tout de suite dans nos démonstrations. Alors, la gym bâton, mesdames et messieurs, toujours assez ludique, toujours assez intéressante, puisque le bâton, mesdames et messieurs, est bien un très bon instrument qui va nous permettre, en tout cas, d'abord, avec sa légèreté, je disais que bien un matos très, très portatif et l'efficacité de ce matériel n'est plus à démontrer. Puisque, vous le savez, avec le bâton, on peut faire tout. C'est comme la gym avec serviette. Évidemment, c'est vrai que, en tout cas, ce sont des exercices assez ludiques et qui ont aussi leur importance. Allez, on va suivre le coach Bou, regarder avec ce bâton une sorte, en tout cas, de travail et des avant-bras et des deltoïdes. Et donc là, évidemment, au niveau du moignon de l'épaule, avec le coach Bou, mais là, il va falloir, à cette séquence, choisir là où on doit inspirer et là où on doit expirer. Alors, justement, on expire à la fin du mouvement. Alors, en position maintenant, disons, simplement en position de squat, mais là, un squat peut-être qui ne va pas jusqu'au bout,
Alors, ça va bien tirer au niveau des adducteurs avec cette sorte de pente bulgare. Ici, mesdames et messieurs, ça demande en tout cas une certaine constance au niveau de la respiration, l'inspiration et l'expiration. Alors, comme si petit travail de pilates au niveau de la gymnastique au sol. Alors, regardez ici, évidemment, on en profite pour faire bouger un peu la paroi abdominale et toujours avec le coach Bou dans sa gym personnalisée. Alors, ces battements en dos collé, évidemment, ça va travailler en même temps les genoux dans leur flexibilité. Vous savez, les genoux, c'est aussi une diarthrose comme au niveau de l'articulation du coude. Alors, il est vrai que ce n'est pas pareil avec l'articulation tibio-tarsielle, puisque là, il y a moins de champ d'action dans l'éloignement des rayons osseux. Allez, la parole au coach Bou dans quelques instants après ces étirements. Et comme j'ai l'habitude de dire, le placement de la chaîne musculaire, ça vous permet de préparer l'entraînement du lendemain et sans aucune courbature, sans aucune ankylose, une privation d'articulation. Alors, ça fait du bien, puisque là, vous avez la sensation de bien-être. Allez, le coach Bou, dans quelques instants, pour la parole. C'était notre présentation par rapport à ce que c'est que l'aérobic et les renforcements par rapport avec le bâton. Et aujourd'hui, c'était l'exercice qu'on vous a proposé pour dessiner votre silhouette et avoir une harmonisation complète. Utilisez cet engin-là et c'est faisable pour tout âge. Donc, vous pouvez avoir cet engin et utiliser en même temps l'exercice qu'on vous propose. Merci à vous qui nous suivez et on se donne le rendez-vous à demain, Inch'Allah. Merci coach Bou, merci encore une fois. Dans le monde, j'ai l'habitude de dire que la vie vous passe énormément de plaisir et toujours avec votre télévision nationale, la télévision leader. Mesdames et messieurs, notre rendez-vous, Inch'Allah, avec vous demain. Allez, toujours dans la dynamique avec le coach Tandara et le coach Bou, bien sûr. Une bonne journée sur la une démarre avec une bonne tasse de Quinqueliba. L'équipe me rejoint maintenant. Hassan Sine, bien sûr, pour la chronique et administration. Alioune Badara Khan, notre invité. Et Khadi, pour la chronique littérature. Bonjour à tous et bienvenue. On s'installe dans la dynamique et dans la foulée, comme l'a annoncé le coach tout à l'heure. Comment ça va? Bonjour Hassan Deweneti, mon cher. Je peux faire le tour? Oui, parce que c'est important quand même. Je ne t'ai pas vu durant les fêtes, mon cher. Balnal. Comme on dit, Amin, Amin, Amin. Ah bon, Khadi, elle va me dire pourquoi tu n'as pas fait pareil pour moi. Je comprends, Khadi. Comment vas-tu, ma chère? Tu as passé de belles fêtes aussi? Oui, très belle. À Dakar ou tu as voyagé un tout petit peu à l'intérieur? À Dakar, oui. Parfait. Bon, bonjour à notre invité également. Ouais. Vous me permettrez de vous dire Deweneti également à vous et encore une fois à nos téléspectateurs. Bonjour mon cher Alioune. Bonjour. On a eu le temps de faire toutes ces civilités hier, toi et moi. Voilà, hier, c'est ça. Hein. Comme nous sommes là pratiquement tous les jours. C'est ça. Voilà, on a cet avantage-là. Très bien. Peut-être un peu en avance. Hein. Je m'installe maintenant confortablement pour qu'on puisse ensemble poursuivre le magazine. Hassan, un petit mot pour nos téléspectateurs ce matin. Ravi de les retrouver tous et autant qu'ils sont. Et c'est un plaisir en tout cas de démarrer cette nouvelle saison. Quinqueliba, c'est bizarre, hein, c'est la seule émission qui démarre sa saison en avril. Ça, après le ramadan. Voilà, on est un peu spécial. C'est bon signe, c'est bon signe. Oui, c'est parce qu'on démarre avec beaucoup de prières, c'est bien cela. Voilà, ça nous manquait beaucoup et on est heureux de venir là en trouvant presque... beaucoup de nouveautés, il y a tellement de nouveautés ici. Les tasses de Quinqueliba, la théière. Le décor. Et pas que ça. Et pas que ça. Il y a quoi de nouveau encore? Ah bon? Dans le pays
Ah oui, c'est vrai, d'accord. Il parlait du changement dans le pays. Ok. C'est vrai que nous n'étions pas là, je le disais hier, et donc il y a eu beaucoup d'activités que nous n'avons pas eu l'occasion de commenter pour vous, mais on a 11 mois à passer ensemble. Ouais. Et en 11 mois, je pense qu'on aura le temps de revenir sur tout ça. Khady, un petit mot pour nos téléspectateurs que tu retrouves pour cette saison également. Je suis très heureuse de retrouver nos chers téléspectateurs. Bien évidemment, je suis heureuse également de vous retrouver, toute l'équipe de Kenkeliba, ma famille. Et véritablement, je souhaite beaucoup de bonheur à vous tous. Merci pour ces vœux ce matin. Alioune, notre invité de ce matin, deuxième numéro. C'est un grand plaisir pour nous, je dirais même un grand honneur parce que notre invité nous vient expressément de Casamance, la belle et verte Casamance. Alors, monsieur Kanouté, Salif Kanouté, un jeune très engagé pour le développement donc, de sa communauté, et qui est là donc pour nous parler de l'association dont il est bien sûr le président, Déclic. Alors je rappelle qu'il est coach en leadership et développement organisationnel, et donc surtout il est là en sa qualité de président de l'association Déclic. Déclic qui accompagne les communautés pour un développement endogène, pour beaucoup plus donc de leadership chez les jeunes. Donc on va parler de l'engagement citoyen, donc du leadership des jeunes, de l'engagement au profit donc bien sûr de sa communauté. Et on va s'arrêter donc sur les résultats obtenus par Déclic à travers la Casamance, qui est un peu, on va le dire, votre laboratoire. Et on a envie que les autres régions également puissent bénéficier donc de ces expériences concluantes, notées donc dans la partie sud du pays. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, monsieur Salif Kanouté. Et donc j'en profite pour remercier l'une de nos sergents recruteurs, qui est de l'autre côté, Nina Penda Faye, grande amie de Kenkeliba, et qui sait nous dénicher d'excellents profils. Donc Nina, j'en profite pour te dire encore une fois merci et excellente journée. Donc à ma série préférée. J'espère qu'elle nous regarde ce matin. Je sais qu'elle regarde beaucoup cette émission sur la Une, bien évidemment. Grande sœur, on te souhaite une excellente journée au passage. Salif Kanouté, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bonjour, je vais très bien, merci. Et c'est un immense plaisir pour moi de quitter la verte Casamance et de me retrouver dans la capitale, mais aussi à la RTS, qui est une télé qu'on a connue depuis tout petit. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici, de partager ce plateau avec vous. Et j'en profite pour saluer tous les parents qui regardent. J'ai vu beaucoup de personnes hier qui m'avaient mis en statut. Je dis, je ne savais pas que des gens se réveillaient le matin pour nous voir. Donc j'en profite pour les saluer notamment ma maman, toute la famille du côté de Marsassou, mais en profiter aussi pour m'incliner devant la mémoire de mon père, M. Chérif Kanouté. On aurait dû, bien évidemment, peut-être vous dire Kasoumaï en début d'émission pour vous souhaiter dire bonjour comme il se doit. Mais vous parliez de capitale tout à l'heure. Peut-être que les choses vont changer. L'idée a été agitée récemment. Il est exactement 6h et je n'arrive pas à voir sur ma montre, il est quelle heure, mon chat? 46 minutes exactement. Hassan, ton sujet de ce matin. Alors, nous allons revenir sur la digitalisation du service public. Un vœu pieux, en tout cas un vœu du nouveau gouvernement en place et qui est en train d'être mis en œuvre au niveau de Sénégal numérique. SA dans la continuité de l'État. Très bien. Khady, littérature? Oui, nous allons parler donc des mémoires de Amadou Ndaoudi Bourtanda qui s'intitule L'itinéraire tumultueux et enrichissant d'un agronome africain et qui est publié aux éditions Harmattan Sénégal. Et nous allons également définir un mot. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Dispendieux. Dispendieux. Oui. Dans la deuxième partie, vous retrouverez les explications de Khady et justement dans la deuxième partie également, on va en profiter pour revenir sur un sujet d'actualité, un sujet qui a défrayé les chroniques hier, aujourd'hui, aurait dû avoir lieu et heureusement que cette vente a été suspendue, la vente aux enchères donc de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor. On en reparlera dans la deuxième partie juste avant la chronique littérature. Premier sujet sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête ce matin, c'est la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Touba. Les images ont circulé hier sur les réseaux sociaux, mais pas que, dans le JT de la RTS. Également, on en a parlé, c'est la première fois depuis son élection qu'il se rend dans la ville sainte. Touba,
Mbacké, Diourbel. Eh bien, quand on regarde les dernières statistiques, on se rend encore davantage compte de l'importance justement de ce foyer religieux. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs que le département de Mbacké est le deuxième en termes de population et que Mbacké est aujourd'hui la ville la plus peuplée du Sénégal. Et ce déplacement, j'allais dire finalement une tradition pour nos chefs d'État, il est important au vu de l'importance justement de la ville sainte de Touba. Le chef de l'État à l'image qui a rencontré justement le khalife général des Mourides et qui a aussi prié à la grande mosquée de Touba. Toute une symbolique finalement à lui. Bon, je pense qu'on va laisser l'honneur j'allais dire Hassan d'abord. Au fils de Touba. Oui, Hassan. Voilà le seul ressortissant de Touba sur ce plateau. Le Baol, celui qui représente tout le Baol. Donc Hassan. C'est un grand honneur. Il te passe le témoin, vas-y mon cher. Merci pour cette passe décisive, comme dirait Abdelaziz Ban. Hein. Des passes décisives, il en faudrait aujourd'hui pour le PSG ou pour le Barça. Bon, je fais une parenthèse, ça c'est la Ligue des Champions. C'est une parenthèse que je referme très rapidement. On n'a pas intérêt à trop se pencher là-dessus. Hein. Ça va pas être évident. Ah, ça va pas être évident. Ça va être une opération très compliquée. Ils ont intérêt. Hein. Ils ont perdu 3-2. Je suis très partagé par entre le PSG et le Barça. La raison, c'est que je suis supporter de Marseille et du Real Madrid. donc, à ma place. Que feriez-vous? On laisse la question. Mais c'est toujours un plaisir de voir le PSG ne jamais remporter la Ligue des Champions. Donc, je pense que j'ai un petit penchant, ce qui est très bizarre, pour le Barça. Je ne vais pas m'épancher sur ce sujet-là. Revenons chez nous. Allons à Touba, mon cher, avec la visite bien du sûr, président avec de la plaisir. République. On va aller à Touba et donc saluer cette première sortie du président de la République en dehors de Dakar, en tout cas, et qui a consacré donc la primauté à la ville sainte de Touba. C'est pas nouveau, on va dire, hein, parce que Abdoulaye Wade et Macky Sall avaient fait pareil, peut-être pour d'autres raisons, mais lui, je dirais, ça peut surprendre, mais il a beaucoup plus des raisons de faire de Touba sa première sortie que les deux autres présidents. Parce que le score qu'il a réalisé dans le département de Mbacké, particulièrement dans la ville de Touba, c'est le premier département, en tout cas, en termes de pourcentage. Parce que si je ne m'abuse, il a eu 78% là-bas. Il n'a pas eu mieux ailleurs. Donc, et c'est pas un petit département, c'est comme tu l'as répété tout à l'heure. En termes de population, c'est le premier département du Sénégal. Et en termes d'électorat, c'est le troisième derrière Dakar et donc Thiès, si je ne m'abuse. Et donc, c'est très légitime, en tout cas, d'aller là-bas, mais on sait très bien que c'est pour d'autres raisons. C'est pas pour féliciter les gens qui ont voté pour lui qu'il est allé là-bas. Ni pour les remercier, voilà. peut-être. Non, mais, ça mais pourrait donc, être. Non, on va dire que c'est une coïncidence heureuse parce qu'il est allé rendre visite au chef religieux, au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, comme Abdoulaye Wade l'avait fait en 2000, comme Macky Sall l'a fait en 2012 et en 2019. Et donc lui aussi, il l'a fait. Bon, peut-être que ce qui s'attendait à une rupture brutale devrait repasser plus tard, mais c'est un acte qu'il faut saluer parce que les chefs religieux du Sénégal font partie de ce que j'appelle moi l'aréopage de la stabilité du pays. Tout à fait. Ce sont des régulateurs sociaux qui jouent peut-être publiquement ou en privé leur rôle dans la stabilité du pays à chaque fois qu'il le faut. Et donc c'est très noble et c'est très reconnaissant d'aller rendre visite à Serigne Mountakha et aux autres chefs religieux, parce que je pense qu'après il est allé aussi à Tivaouane. Et donc, on a tous, en tout cas, j'ai senti hier qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de cette visite parce que certains disaient qu'il allait le faire, d'autres qu'il n'allait pas le faire. Et donc, il l'a fait. Et ce que j'ai pu constater, c'est que ça a satisfait, en tout cas, une très, très, très large majorité. Et c'est une très bonne chose. Et il s'est montré aussi... il nous a montré d'autres talents, hein, le nouveau président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Son côté talibé, parce que moi j'ai écouté son discours, c'était vraiment un discours de Ndongo Dara. Il n'a pas regardé une seule fois le khalife et il a trouvé les mots justes, en tout cas, pour le remercier et aussi pour montrer son ambition pour Touba et pour les cités religieuses du Sénégal et pour
cette deuxième ville du Sénégal qui a une population assez large et qui fait face à des difficultés énormes en termes d'eau, je peux en témoigner. Avoir de l'eau à Touba, c'est un luxe. C'est pas exagéré du tout. C'est plus facile d'avoir de l'eau dans les villages les plus reculés du Sénégal qu'à Touba. Personnellement, tu viens de le dire, donc je peux le répéter, j'habite à Touba et chez moi, je peux rester 2 mois sans voir le robinet couler. Ça, c'est des problèmes concrets qu'il va falloir régler. Voilà, c'est des problèmes vraiment très, très sérieux et c'est très répandu, hein, parce que Touba, c'est très large, c'est une très grande ville. Et je pense que s'engager à régler ce problème d'eau potable, mais aussi d'assainissement, parce qu'après la pluie, on ne peut pas rouler à Touba. Tout à fait donc, je pense qu'il connaît en tout cas les priorités de cette ville et on l'attend vraiment dans ces 2 domaines-là pour vraiment une solution durable pour les populations de Touba, qui sont des Sénégalais à part entière. Oui, je n'ai pas eu l'occasion de passer autant de temps que toi à Touba, mais j'ai déjà traversé la ville pendant la saison des pluies et je confirme absolument ce que tu viens de dire. Bon, ceux qui, évidemment, ont également eu cette expérience le savent. Ça, c'est des problèmes urgents qu'il va falloir régler. L'assainissement et l'eau, finalement. Je ne te savais pas aussi prolixe, mon cher, finalement. Alioune, c'est Alioune qui m'a passé sa place. Voilà, c'est ça. Donc, il ne te reste que quelques minutes pour justement revenir sur ces événements phares, finalement. Je me laisse modeste. Quand on parle de Touba et que Hassan soit là, on doit lui dérouler le tapis rouge. Merci Touba, pour ça. C'est chez lui, c'est tout à fait normal. C'est comme si on devait parler de Médina Fall et quelqu'un usurperait la parole en ma présence. Ça, je n'accepterai pas. Hein. Alors, donc, vraiment, c'est un honneur bien mérité. Et je pense que cette visite du président de la République entre en droite ligne donc, de cette tradition-là républicaine qui consiste à voir le président nouvellement élu faire le tour des foyers religieux. Tout à fait. Et puis, bien sûr, après Touba, il y a eu l'étape de Tiwawan. J'imagine qu'après Tiwawan également, il mettra le cap sur d'autres foyers religieux. C'est important. À la fois musulmans et catholiques. Tout à fait. Bon, certainement, le cardinal, bien sûr, l'archevêque de Dakar, recevra le président nouvellement élu donc, du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et cela ne participe à consolider véritablement donc l'unité nationale, à raffermir les liens entre les communautés religieuses et l'État central. C'est vrai que nous avons une république laïque, mais les communautés religieuses, les dignitaires ont un rôle extrêmement important. Donc, dans la consolidation de l'unité nationale, dans la stabilisation du pays, il y a eu tellement d'épisodes qui renseignent quand même sur leur importance. En 68, il y a eu l'implication de feu Serigne Fallou Mbacké pour ramener la paix ici au Sénégal. Récemment, en 2021, mars 2021, il a fallu donc l'entregent, la diligence du khalife général de Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour ramener tout le monde à la en mars raison. 2021. Les autres également jouent leur partition. On se souvient de la sortie courageuse de l'Église dernièrement lors donc de ce dialogue national. À Diamniadio, en appelant à voter. Voilà, en respectant le calendrier. Donc, tout à fait. Ça a été une posture extrêmement courageuse de l'Église. Je pense que peut-être ça a permis aux tenants donc, du pouvoir de revenir à la raison et d'organiser donc, les élections dans les règles qui s'y est. Donc je crois que cela, véritablement, voilà, nous rassure tous et montre que le président donc, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est issu donc, de ce peuple-là donc, au plus profond. Et il en connaît donc les ressentis et fera tout pour construire donc ce socle-là. Et donc à ce niveau, véritablement, donc, je ne peux que saluer cette démarche-là. Et donc, voilà, c'est en tout cas un message extrêmement vibrant et très fort qui est envoyé à l'endroit de tous les Sénégalais. Et il démontre véritablement, de par les premiers pas qu'il a posés à Touba, toute son humilité. Parce qu'il s'est déchaussé. Donc pour on l'a vu sur les images. La terre de Touba. C'est vrai. Et ça, vraiment, cela est allé droit au cœur donc, de tous ces Mourides-là. Il montre qu'il est le président de tous les Sénégalais, finalement. Et je crois que c'est ce qui est important à souligner aussi, même lors de la prière, lors de la fête de la Korité. On a vu le geste, salué évidemment par beaucoup d'internautes également. C'est l'humilité, c'est quelque part le talibé, finalement. Voilà, Khady, qu'est-ce que tu retiens de cette visite dans les foyers religieux Touba Tivaouane? Une visite discrète. Je dirais même en catimini. Même si le monde est sorti, finalement, pour laquelle il y avait une belle liesse populaire. Malgré que la population est sortie, donc c'est normal. C'est normal. Et je dirais que aussi il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. Le calife lui a donné
le Coran et le un tapis de prière, tout à fait. Un tapis de prière. Tout et ça, à fait. c'est très significatif quand même. Parce que ça montre que nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble dans la paix et dans le bonheur. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je retiens de ça. Et également, de son comportement également. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les jeunes devraient s'inspirer de lui par son comportement. Il est très discret, un homme humble. Donc, nous devons tout simplement travailler comme l'a très bien signifié notre calife Muntaha. Voilà. Et également, il est revenu sur les problématiques de l'eau, de l'assainissement, de l'emploi, mais également de la sécurité qu'il dit qu'il va régler. Et ça, je pense que c'est véritablement quelque chose à appuyer davantage. Merci ma chère Khady pour ces commentaires. Je vais laisser notre invité réagir. Quand tu dis qu'il faut copier son exemple, c'est important. J'ai l'impression qu'Hassan prend cela à la lettre parce qu'il est venu avec la barbe et tout, les cheveux, tout ce matin. Mon cher Hassan, changement de look. Plus que ça. Changement de look en perspective. Je crois qu'il doit avoir des produits pour faire ça. Tu veux aller dans ce sens? Peut-être qu'on va tester ça, on va voir. Salif Kanouté, un commentaire. J'ai remarqué. En fait, en parlant d'humilité, ça me rappelle le fait que l'humilité est l'un des éléments fondamentaux en matière de leadership. Il faut savoir se mettre au même niveau que les autres, quel que soit leur statut. C'est un des traits de caractère, en tout cas, des grands leaders. Tout à fait. Et en le faisant, en marchant pieds nus, il montre tout simplement qu'il est humain. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on a besoin de tirer des exemples de ça. On a besoin aussi de ne pas juste le faire à un moment, mais d'en faire un comportement de tous les jours. C'est ça. Il est important tous les jours qu'on puisse se mettre au même niveau que les gens, les regarder avec respect, avec déférence, être présent et ne pas se sentir supérieur et avoir peut-être des relations cordiales d'humain à humain. Je pense que ça c'est hyper important. Maintenant, il faut dire que de plus en plus, on perd cette humilité-là. La plupart des gens ont tendance à montrer une certaine personnalité, à se mettre en avant, à vouloir montrer qu'ils ou elles sont supérieurs, alors que les temps d'aujourd'hui nous dictent d'être beaucoup plus humbles parce que les défis auxquels nous sommes confrontés dépassent nos propres personnes et on a besoin de collaborer pour pouvoir les résoudre. Tout à fait d'accord avec vous. Merci pour tous ces commentaires. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent également réagir sur ce sujet sur nos plateformes digitales notamment. Et nous nous excusons un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous signalent qu'il y a de petits soucis au niveau du son. Pas en direct sur nos antennes, parce que là c'est clair, mais plutôt sur notre diffusion Facebook. Eh bien, on essaye de régler tout cela pour que vous puissiez nous écouter dans de meilleures conditions. Sur la une, c'est nickel. Alors rejoignez-nous donc en direct sur vos chaînes de télévision. Hassan, on va passer à la chronique e-administration juste après ceci. Et on continue à parler de digitalisation cette saison, digitalisation du service public Sénégal numérique qui s'engage donc aux côtés du nouveau gouvernement, on peut le dire ainsi. Effectivement, et on a vu dès le départ que le président de la République accorde une place très importante à la digitalisation. Je vais relire juste un passage de son discours, de son message à la nation du 3 avril 2024, où il dit que l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers. On en a parlé très souvent ici. Et donc, nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. On ne demande que ça. Dans cet objectif, nous entendons investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. Donc, je pense que ce passage résume à peu près la politique de digitalisation qui attend le Sénégal. Et pour donner un peu un exemple, en tout cas de la prise en charge de cette volonté du chef de l'État, il y a le programme à Sénégal numérique, le programme de digitalisation de l'administration publique qui se résume en PRODAP, qui vient d'être lancé. Et bon, c'était mûri depuis un certain temps, mais ça vient d'être lancé. Et en marge de ce lancement, donc,
un atelier s'est tenu pour, en tout cas, énumérer les objectifs et les priorités par rapport à ce nouveau projet de digitalisation donc, de l'administration publique. Je ne vais pas me pencher davantage, je vais vous laisser écouter le responsable de ce projet qui est le directeur des projets et programmes de Sénégal Numérique SA et il y a également donc, la responsable suivi évaluation qui vont nous expliquer un peu de quoi ça tourne ce projet. Le PRODAP est un projet qui permet aujourd'hui d'améliorer l'efficacité de l'administration en termes de services proposés à la population sénégalaise. Et de ce fait, il y a 3 composantes, notamment la consolidation du backbone qui, en tout cas, fournit le socle de mise en place des services qui seront déployés. Ensuite, il y a la vulgarisation des services et enfin, le renforcement de la sécurité. PRODAP, c'est le programme de digitalisation de l'administration. Donc, quand on parle de digitalisation, ça veut dire qu'on rend plus accessible, plus conviviable l'utilisation des services fournis aux usagers, en tout cas, en nous rapprochant plus d'eux, en mettant en place des solutions sur lesquelles ils seront plus confortables dans l'utilisation. Donc, c'est un projet qui est là, qui est financé par KfW à hauteur de 20 milliards francs CFA. Ce projet intervient dans 6 localités. Donc, on a les communes de Dakar Plateau, Ngor Almadine, Rufisque, Mour, Kaffrine et Kaolack, qui sont les bénéficiaires de ce projet en termes de services digitaux. Et c'est les structures des impôts, du trésor, des mairies, donc les collectivités locales, les préfectures de ces localités qui sont les bénéficiaires de ce projet. Mais en plus de ça, on a des entités de l'administration centrale, telles que les espaces Sénégal Services, mais aussi la CDP, donc la Commission des données personnelles est aussi un bénéficiaire, et la Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information au niveau de la présidence aussi fait partie de ces bénéficiaires, de ces services digitaux qu'on va mettre en place pour ces entités-là. Est-ce que dans le cadre finalement de ces projets, on peut parler de continuité? Là, on n'est pas dans la rupture, on est plutôt dans la continuité, n'est-ce pas mon cher? Non, on espère une certaine rupture quand même si la digitalisation, on sait de quoi il s'agit et on est peut-être sur le bon chemin et qu'il faudra peut-être juste voir ce qui ne va pas et essayer et corriger. Ou peut-être aller plus vite sur certains projets qui traînent encore. Voilà, il y a d'autres... Ouais. Ça, par contre, c'est un projet vraiment très d'envergure, en tout cas, et qui visait déjà à résoudre les difficultés, comme il l'a dit, sur le backbone, sur les services digitaux, quelles sont les priorités en termes de services à digitaliser dans les administrations, et également la sécurisation, parce que ça aussi c'est un enjeu énorme, parce qu'au fur et à mesure, les attaques de cybercriminalité se poursuivent et deviennent de plus en plus, en tout cas, difficile à contrer et donc il faudrait prendre en charge aussi cet aspect de la sécurisation et je pense que ce projet qui a déjà été financé par la coopération allemande et qui est en train d'être déroulé va résoudre un certain nombre de problèmes et donc va peut-être accélérer cette digitalisation voulue par nos nouvelles autorités. Deuxième sujet ce matin, avant de laisser peut-être le plateau réagir très rapidement, la passation de service ministère en charge du numérique. Oui, nous avons un nouveau patron, donc, la personne de Aliou Sall qui remplace Moussa. C'est notre patron aussi, Oui, c'est parce que c'est la communication et télécommunication et numérique, c'est ça. Et donc la passation de service s'est déroulée le jeudi et je vais vous proposer cet élément de la radio-télévision sénégalaise avec Dame Silla. C'est officiel. Le tout nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique est installé dans ses fonctions. Alioune Sall a succédé ce jeudi Moussa Bocar Thiam à la tête du ministère. La passation de service s'est déroulée dans la cordialité.
L'occasion a été saisie par le ministre sortant pour revenir sur certaines réalisations faites durant son magistère. Je noterai également dans ce secteur l'inauguration et la mise en service de la tour R+10 de la RTS et bien sûr le décret sur le financement de l'audiovisuel public qui a été signé par son Excellence le Président de la République, qui ramène quasiment le budget de la RTS à près de 12 milliards à 20 milliards. Nous noterons également pour le secteur postal la proposition d'un plan de départ négocié avec les partenaires sociaux pour environ 2700 agents en vue de réduire les charges fixes et permettre à la SN La Poste de relancer enfin ses activités. S'agissant du programme économie numérique, nous pouvons citer l'attribution de la licence 5G à tous les opérateurs, l'accélération des travaux du parc des technologies numériques, dénommé aujourd'hui Sénégal Connect Park, à Diamniadio. Notons également dans ce secteur la mise en œuvre du projet d'accélération de l'économie numérique. Après avoir salué les efforts consentis dans le département par son prédécesseur, Aliou Sall a promis de consolider les acquis avec de nouvelles orientations pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons plein de succès pour la suite de votre carrière et vous donne assurance que tous ces vœux formulés, on tâcherait de les respecter. On vous donne assurance ici de consolider et de renforcer tous les acquis de ce département ministériel. Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique promet également de mener des réformes dans divers segments de son département. Et nous tâcherons d'assurer la souveraineté numérique en prenant les dispositions juridiques et matérielles permettant de protéger nos données. Renforcer la protection des infrastructures numériques en mettant en place des moyens nécessaires pour assurer notre défense cybersécuritaire. Rendre les services numériques accessibles aux citoyens sénégalais et aux entreprises répondant ainsi à une demande très urgente. Mes différents départements feront de cette accessibilité une priorité. Améliorer fortement le niveau de digitalisation, tout en dématérialisant les processus administratifs et en favorisant les interconnexions entre les différents ministères. De mettre le numérique au service de la performance de l'administration et de la résolution des problématiques quotidiennes telles que le transport, la santé et les transactions financières. Réformer le secteur de l'audiovisuel, de la radio et de la télévision afin de le remettre au service des Sénégalais. Réformer pour le remettre au cœur et au service des Sénégalais. La communication, les télécommunications et le numérique sont trois secteurs clés à valoriser pour un pays qui vise à accéder à la dématérialisation intégrale de son système administratif. Les chantiers sont donc vastes et les défis à relever sont énormes. 7h11, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est fait. Maintenant, on a un nouveau ministre en charge de la communication, des télécommunications et du numérique. Et quand on dit numérique, on pense bien sûr à Sénégal numérique, et ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci mon cher Hassan. Merci. C'est tout pour ce matin? C'est tout. Quelqu'un a envie de commenter un petit sujet là-dessus? Oui, allez-y. Moi, je salue le fait d'aller vers la numérisation des services. Mais il faut reconnaître que les services doivent être centrés sur les humains. Mais on sait tous qu'au Sénégal, on a encore un gros problème. Quand vous avez des papiers à chercher, etc., à la limite, c'est comme si vous devez courir derrière la personne qui doit vous aider à l'avoir. Donc ça, c'est un défi en termes de comportement. Ça devrait être pris en charge aussi. Parce que si ce n'est pas fait, peut-être l'accès peut être facile parce qu'on a le smartphone, mais il y a certains aspects du service qui ne peuvent pas
être dématérialisés, par exemple. Et pour moi, la dimension humaine, elle est importante. La prise en charge des besoins des utilisateurs est importante. La prise en charge du feedback des utilisateurs aussi est très importante. Tout en sachant aussi qu'il faut un programme d'accompagnement vers la compréhension de la numérisation de ces services, tout ce qui permet aussi aux gens, quel que soit là où ils habitent, qu'ils puissent avoir l'information et puis un dispositif de substitution pour ceux qui n'auront pas accès à Internet. Ça aussi, c'est important. C'est toute une culture digitale, finalement, ou numérique qu'il va falloir inculquer aux populations. Et là, oui. On résume souvent ça. Déjà, cela rejoint même cette volonté du ministère de l'Éducation nationale, maintenant, de délivrer les fameuses notes-là, hein, les bulletins. Les bulletins de notes. Donc, par un système digital. J'ai vu ça. Les élèves n'en sont pas très heureux. Mais c'est tant mieux. Son intervention peut être résumée en ce qu'on appelle la conduite du changement, parce que c'est bien beau de digitaliser, mais l'humain est toujours derrière. Et s'il n'est pas assez sensibilisé, on risque de ne pas atteindre. C'est ça, tout à fait. Parce que si on met en place, encore une fois, des systèmes et tout ça, et qu'on ne les utilise pas comme il faut, on n'atteint finalement pas les résultats escomptés. 7h13, première partie de la rubrique invité, juste après ceci. Alors, à la fin de cette émission, j'imagine qu'on va tous devenir des leaders. Non? C'est pas bien dit? Salif Kanouté, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes coach en leadership et développement organisationnel et président de Déclic. On comprend tous ces termes avec vous ce matin. On va revenir justement sur ce que c'est et puis sur les activités que l'association Déclic mène également. N'est-ce pas, mon cher Alioune? Une association qui a fini quand même de faire ses preuves en Casamance avec la mobilisation de plus de 8000 de nos concitoyens à travers 17 projets majeurs, hein, qui donnent des résultats vraiment palpables. Cela démontre que vous avez pu mobiliser donc toutes ces énergies-là, chose qui n'est pas du tout gagnée d'avance, hein, quand on sait que, bon, on parlait tout à l'heure donc du changement de comportement. Tout cela fait appel donc à beaucoup de stratégies de changement de comportement. Alors, à travers donc vos actions, vous, de Déclic, quel a été votre secret? Comment vous avez pu mobiliser ces Sénégalais-là à donc s'engager dans ces projets et au point d'en récolter les fruits? Parce que pour cela, même les décideurs, l'État central en a bien besoin. Parce que quelles que soient les politiques mises en place, s'il n'y a pas une large adhésion des populations, bien, écoutez, elles sont vouées à l'échec. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont renfermées dans votre intervention. Donc, déjà, moi, je m'appelle Salif Kanouté, je suis coach en leadership et développement organisationnel. Ce que je dois dire, c'est que ça fait au moins 10 ans que je suis en train d'apprendre le leadership, un peu moins longtemps le coaching, 5 ans. Mais à chaque fois que je fais des sessions, je me rends compte que j'ai encore rien fait. Ça, c'est de l'humilité. Je vous assure. Plus on avance, on se rend compte qu'on a encore rien fait, qu'on a encore du travail. Parce que quand on parle de leadership, on parle de comportement. On parle de comportement humain. Et l'être humain doit se développer tous les jours, doit apprendre à se développer tous les jours. Donc ça, c'est ce que j'en retiens. Et quand on parle de leadership, nous, en tout cas, Déclic, c'est cette capacité que nous avons à conduire les changements difficiles, mais tout en mobilisant la communauté, tout en mobilisant les autres, et pour le bien commun. Donc on ne parle pas là d'intérêt personnel, on ne parle pas là de notre capacité à nous mettre en avant ou de parler en public, mais qu'est-ce qu'on fait en réalité pour changer nos communautés? Donc c'est ce qu'on a compris il y a quelques années derrière, en 2016 plus précisément. Le Déclic est né d'un constat. Il y avait beaucoup de défis au niveau communautaire, beaucoup de projets et de programmes qui sont mis en œuvre. Le constat général, c'est qu'à la fin des financements, on a l'impression que rien n'a jamais été fait. Donc on s'est dit, tiens, étant originaire de la Casamance, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune de la localité pour amener les communautés à s'approprier davantage les questions de développement? Donc c'est cette prise de conscience-là qui a été en quelque sorte votre déclic. Exactement. Le déclic de Déclic. Voilà, c'est bien ça. Ouais. Et Déclic signifie développement, citoyenneté, leadership intégré et communautaire. Nous pensons fermement que les communautés, aussi défavorisées qu'elles soient, doivent être au centre
des solutions qui doivent être développées avec elles. Donc les solutions doivent être co-construites avec les communautés parce qu'au finish, si des acteurs externes viennent et interviennent, ça se fait sur une durée bien déterminée. Et à la fin, s'il n'y a pas d'appropriation, tout le travail tombe à l'eau. Donc c'est ce qui nous a poussé en réalité à mettre ces structures en place en nous disant qu'est-ce que nous pouvons faire comme contribution. Et bien sûr, au début, c'était pas facile parce que les gens nous disaient vous perdez votre temps. Comment ça se fait que vous n'allez pas travailler, vous dites que vous allez mettre une association en place. On leur a dit, on pense que c'est une solution. Les questions d'engagement citoyen, les questions d'entrepreneuriat, les questions de leadership, les questions d'art et de culture, surtout la manière dont on utilise la culture pour nous éduquer, nous rééduquer et réapprendre à vivre. La question de l'autonomisation des femmes. Ce sont des dimensions hyper importantes de la vie actuelle qu'il faut prendre en charge. Et c'est tout ça qui nous a amené à dire, mettons en place quelque chose, regroupons-nous, contribuons à notre manière sans attendre que ça vienne de l'État ou de quelque autre organisation et voyons ce qui se fait. Et au fur et à mesure, bien sûr, on a réussi à développer des projets qui ont été consolidés comme réponse à des problèmes communautaires. Et c'est le moment aussi de saluer tous les volontaires que nous avons. Aujourd'hui, nous avons un réseau de 1000 volontaires à travers la Casamance. Alors qu'au début, on était juste 5 membres fondateurs. Nous avons aujourd'hui une équipe technique de plus de 25 personnes. Et notre rêve, c'est que ça continue et qu'on puisse recruter le maximum possible. Mais je voudrais revenir sur un certain nombre d'éléments de base parce qu'on a voulu accompagner le travail de terrain à la recherche. Donc l'une des recherches qu'on a faites en 2016, c'était on a interviewé quelque chose comme 200 jeunes pour comprendre c'était quoi leurs besoins. Parce qu'il faut dire qu'on ne peut pas aider les gens à aller de l'avant si on ne comprend pas leurs besoins. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on reproche souvent à certaines organisations qui interviennent dans ces zones un peu, je ne dirais pas déshéritées, parce que ces zones-là ont tout pour être véritablement de vrais Eldorado sur le plan économique. Peut-être que c'est le fait de ne pas trop donner la possibilité aux populations de dire elles-mêmes leurs besoins, de s'impliquer elles-mêmes donc dans ces projets. Ce qui fait que dès le départ, voilà, celui-là ne pourrait pas connaître en tout cas une réussite totale. Exactement. Et comprendre ces besoins demande une méthodologie, demande une patience, demande une certaine passion pour pouvoir le faire. Parce qu'il ne suffit pas juste de demander quels sont vos besoins. Il y a des outils à utiliser, il y a une manière de le faire, etc. Il y a des aspects culturels à prendre en compte. Si on les fausse dès le départ, on n'a pas les vrais besoins. Et ce qui ressortait, c'était 3 choses dont les jeunes avaient besoin. Un cadre, des opportunités et l'accès à l'information. Et nous, en réponse, on s'est dit, OK, on va mettre en place un centre de leadership. Pour constituer ce cadre, on a mis aussi en place une plateforme qui s'appelle Noken, qui aide les jeunes à accéder à l'information, quel que soit où ils se trouvent. Et on a mis en place aussi un pool de développement économique qui aide à renforcer les jeunes qui ont des idées de projets, à mettre en place le structure, que ce soit sur le plan associatif ou sur le plan entrepreneurial. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, vraiment de grandes choses se sont réalisées. Et peut-être l'une de mes plus grandes fiertés, c'est nos VIP. On a des VIP, des volontaires intercommunautaires de proximité, not very important personality. Et pour nous, un volontaire, il est meilleur s'il habite dans sa localité, s'il est connu là-bas. Parce que si on réside dans une zone où on a envie d'intervenir sur des défis de changement de comportement, surtout sur des changements sociaux, il est important qu'on soit connu, qu'on soit là, qu'on puisse intervenir et avoir le temps de voir les changements s'opérer. Et malheureusement, si on est intervenant externe et qu'on est pressé par le temps et les bailleurs, on n'a pas le temps de voir ça. Et nous, on a décidé de changer d'approche, de faire en sorte que les acteurs des communautés, où qu'elles soient les vrais acteurs de changement en renforçant les capacités. Et je voudrais peut-être insister aussi sur autre chose, c'est la question du jeune en danger social. Pour nous, un jeune en danger social, c'est un jeune qui n'a pas l'information qu'il faut, qui n'a pas les compétences qu'il faut, qui n'a pas l'état d'esprit qu'il faut. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est une question de mindset. Vous disiez tout à l'heure que oui, il y a énormément d'opportunités. Oui, il y en a énormément. Partout où on va, il y a des opportunités. Mais si on n'a pas l'état d'esprit et les compétences qu'il faut, on peut ne pas voir ces opportunités-là et passer à côté, penser que notre avenir se trouve ailleurs, alors que c'est une erreur. Donc, le gros du travail que nous faisons vraiment, c'est de déconstruire de déconstruire les mentalités, d'essayer de mettre des contenus qui permettent aux gens de savoir déjà qui ils sont, d'avoir confiance en eux-mêmes, quel que soit leur âge, leur sexe, quelle que soit leur position, de savoir en fin de compte qu'ils peuvent contribuer au changement de leur communauté. En réalité, vous répondez plus ou moins à ma question parce que j'allais vous inviter à faire un exercice de définition. Quand on dit coach en leadership,
et développement organisationnel. On fait référence à quoi finalement? Est-ce que le leader, on le devient? Est-ce qu'on est déjà leader? Est-ce que tout le monde peut avoir ce leadership-là? Je crois que c'est des questions que tout le monde se pose souvent parce que il y a beaucoup de coachs qui se disent coach en leadership et développement personnel ou organisationnel. Exactement. On a envie de comprendre toutes ces terminologies-là, finalement. Exactement. C'est par quoi je vais commencer, c'est par le terme leader. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand vous leur demandez c'est quoi les leaders, ils vont vous donner des caractéristiques de base. Voici les 7 ou les 10 éléments pour être un bon leader, etc. La réalité, c'est que c'est faux. Aucune personne sur Terre ne peut avoir toutes les qualités. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en tant que personne, on a besoin, pour être un bon leader, d'être conscient qu'on agit pour le bien commun. C'est ça. Pour nous, quand on parle de leadership, on parle d'action pour le bien commun. Maintenant, il se peut qu'on soit timide. Oui. C'est bien, mais la timidité ne nous empêche pas de... Un timide peut-il être un leader, finalement? Exactement. Un timide peut être un leader. En posant des actes concrets. En posant des actes concrets, Voilà. en réussissant à mobiliser les gens. Sa communauté. Qui va impacter sa communauté. Donc le leader, ce n'est pas dans la parole, ce n'est pas dans la prise de parole ou en public ou comment, ou le charisme. C'est dans le comportement. C'est dans l'action, c'est dans les actions qu'on pose pour le bien commun. Et je parle là d'aller au-delà de soi-même, d'aller au-delà de ses intérêts personnels. Ça, c'est hyper important. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour qu'on parle de leader, il faut aussi qu'il y ait des suiveurs. Ça veut dire des personnes qui sont peut-être acquises à la cause. Mais de quel type de suiveur on parle? On ne parle pas de n'importe quel type de suiveur. Parce qu'il y a des influenceurs maintenant sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que c'est pas des... Parce que là, qui sont suivis par une forte communauté. Exactement. C'est ça. Parce que là également, la nuance, elle est là. Ces influenceurs sont-ils des leaders finalement? Parce qu'ils ont une forte communauté qui les suivent. Exactement. Voilà. Le suivisme, c'est quoi? Voilà. C'est le fait que quelqu'un vous dit faites, vous y allez. Les yeux fermés. Non. Voilà. Un suiveur, il doit être conscient. Il doit pouvoir apporter quelque chose au leader. Un suiveur peut ne pas être d'accord avec son leader. C'est dans cette capacité de dire, mais non, vous voulez qu'on fasse ça, mais moi, je propose plutôt ça. Ça, c'est important. Ça, la deuxième dimension. Il y a une troisième dimension. C'est l'objectif. Si on a un leader et un suiveur sans objectif, ce n'est pas du leadership, ça. C'est juste de la mobilisation. Ça n'aboutit à rien. On peut se rassembler, mais ensuite, il n'y a rien qu'on réalise. Donc, il faut qu'il y ait un objectif. Ce n'est pas tout. Pour qu'on parle de leadership dans le monde réel, il faut qu'il y ait un contexte. Donc, quand on parle de leadership, il faut qu'on sorte des théories et qu'on soit dans le monde réel. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les défis auxquels on est confronté? Maintenant, en termes de défis, il y a plusieurs catégories. Il y a des défis. Il y a ce qu'on appelle les défis techniques, il y a ce qu'on appelle les défis adaptatifs. Un défi technique, c'est quoi? Si cette table se casse, on a besoin de trouver les spécialistes pour le faire. C'est ça. OK? Mais si on doit réformer le système éducatif du Sénégal, ce n'est pas seulement la solution technique qui va marcher. Ça demande quoi? Ça demande qu'on collabore avec les différentes parties prenantes. Ça demande quoi? Ça demande à ce qu'on ait les mêmes perceptions des défis. Ça demande à ce qu'on soit d'accord pour progresser sur le défi. Ça ne veut pas dire qu'on va le régler à 100%. Ce n'est pas en mettant des milliards, etc., que ça va changer du tic au tac. Mais il faut qu'on s'associe à co-créer la solution et qu'on travaille à avancer ensemble. C'est un processus finalement. Et c'est ça le développement organisationnel? Maintenant, pour parler maintenant de développement organisationnel, c'est comment, par quel mécanisme on peut aider une organisation à aller de l'avant? Comme pour l'individu, pour revenir à la question du coaching, il y a beaucoup de gens qui s'appellent coach, mais pour faire le coaching, c'est un métier et il faut se former là-dessus. Ça demande de l'expérience, ça demande de l'expertise, ça demande des formations approfondies dans le domaine spécifique du coaching. Donc, il ne suffit pas juste de s'appeler coach. Ensuite, le rôle du coach, quand on parle de coaching, surtout sur les dimensions leadership, ce n'est pas de donner la solution à son client, mais c'est de l'amener à se poser les bonnes questions et à trouver les solutions tout seul. Très bien. Il y a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux. Hein. Mon cher Hassan, tu ne suis pas un coach particulier sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout. Peut-être que je devais en trouver, peut-être. Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Au-delà de l'éloquence, qui est très important, à mon avis, pour un leader, quelle est l'autre caractéristique, en tout cas, qui devrait être visible chez un leader? Je pense encore, par exemple, je classe l'éloquence dans le domaine des compétences. Ce sont des choses qu'on peut
acquérir, qu'on peut apprendre. Si on ne les a pas, on peut quand même être un grand leader et trouver quelqu'un qui parle excellemment bien. On n'a pas besoin soi-même de toujours d'être éloquent. D'être éloquent. Si on ne peut pas, on n'a pas besoin de se fatiguer à ça. Mais vous êtes en train de déconstruire tout ce qu'on a toujours pensé du leader en réalité, parce qu'on a toujours perçu le leader comme quelqu'un d'éloquent, de charismatique, qui parle bien. Dans les communautés, ils sont nombreux ceux-là qui sont porteurs d'idées novatrices, en tout cas, mais qui ont ce complexe-là et qui malheureusement... Ils disparaissent derrière, oui. Est-ce que vous savez que l'autre chose à déconstruire, c'est que ce n'est pas seulement le leader qui peut être devant toujours. Des fois, c'est le leader qui est devant, des fois, ce sont les suiveurs qui sont devant, des fois, c'est l'objectif qui est devant. Parce qu'il peut arriver à une situation où ni le leader, ni les suiveurs prennent le lead. C'est l'objectif qui mobilise les gens à faire des choses. Donc, vous voyez, on n'est plus dans un contexte où la personne, elle est centrale au système. Elle est incontournable. Elle apporte la solution à tout. Non, c'est faux, ça. C'est le projet. Pas. Si on peut dire, c'est le projet. Aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement pour qu'on change ou qu'on se développe au Sénégal. Si on attend que la solution vienne du Premier ministre et du Président, on est bien parti pour ne rien réaliser. Ça veut dire qu'il faut qu'on se demande tous, c'est quoi notre rôle individuel, qu'on soit prêt aussi à accepter les changements que cela va induire, et à tous les niveaux. 2 minutes encore, Khady. Oui, je magnifie véritablement ce projet. Oui, je magnifie donc ce projet Déclic. Et donc, je dirais que pour être un leader, je pense qu'il faudrait descendre plutôt en bas. Je m'explique. Donc, il faudrait descendre, aller vers les enfants. Surtout, inculquer à bas âge le leadership à l'école. Est-ce que cela est fait dans votre association? Et comment comptez-vous, peut-être, comment envisagez-vous le faire? Ça, c'est une excellente question. Donc, l'autre chose aussi à déconstruire, c'est que pour apprendre le leadership, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Il y a des gens qui sont d'excellents leaders qui n'ont jamais L'instruction, l'intelligence, ça n'a rien à voir. L'instruction, ce n'est pas l'intelligence. Une bonne part d'entre eux ne viennent pas de l'école classique, mais ils viennent des daras. Qui est une école. Qui est une école aussi. Exactement. Il faut aussi déconstruire cela. C'est pas lié à l'instruction. Exactement. C'est pas un cadre spécifique. On peut apprendre partout. On peut travailler partout. Si on veut que nos enfants soient de bons leaders, il faut que ça commence déjà à la maison. Bien sûr. S'ils sont entourés, il faut que ça les concerne aussi. Si on veut enseigner le leadership à l'école, la meilleure manière de l'enseigner, c'est pas de dire c'est ça le leadership. Il faudrait d'abord que les enseignants aient un comportement de leader. C'est vrai. Parce qu'il y a un inspecteur, M. Gassama, je le salue, qui m'a une fois dit « On enseigne mieux par ce qu'on est que par ce qu'on sait ». Donc, au finish, c'est notre comportement qui montre la voie. Donc, ça veut dire si on veut avoir de bons leaders, ça suppose qu'on doit tous travailler à changer nos propres comportements. Et on dit aussi qu'on peut toujours se tromper. On ne peut pas être les références et les modèles parfaits, mais il faut qu'on soit dans les dispositions d'apprendre. Et maintenant, c'est hyper important de commencer par les enfants, parce que quand on leur inculque des compétences dès la base, ça aide à changer énormément de choses. Par exemple, aujourd'hui, on est dans le monde de la digitalisation. Peut-être l'une des choses aussi à faire, c'est que la plupart des élèves et des étudiants qui sont hyper connectés suivent un mode d'éducation qui est centré sur le professeur, alors que ça devrait être le contraire. Peut-être qu'aujourd'hui, ils doivent développer une certaine autonomie. Mais c'est tout un travail de déconstruction que j'allais dire. En tout cas, avec notre association, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire comprendre à tous les individus, où qu'ils soient à l'école ou pas, femmes ou pas, en position de leader. Donc, il y a la position de leader, c'est le fait d'être devant. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes un leader. Vous êtes un leader. Oui. Et à se dire au finish, on n'est pas nous seuls, on n'est pas la solution. On a besoin des autres. On a besoin de collaborer. Et ça ne va pas être difficile. On a besoin de sortir de notre zone de confort. Et pour nous, ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on réussit à apporter des solutions au niveau local. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que nos volontaires essaient de faire, où qu'ils soient, sans attendre que la solution vienne d'ailleurs. Bon. Alors, il était question donc de l'implication, bien sûr, des communautés. Mais cela, cette il a pris dans la deuxième partie. Très bien. Sur déjà ces résultats concrets, que vous pourriez bien nous faire part en Casamance, en termes d'impact sur le vécu, le quotidien de ces populations. C'est extrêmement important aussi. Donc, tout cela dans la deuxième partie, Inch'Allah, M. Kanouté. Encore une fois, bravo et félicitations pour ce que vous faites pour le développement inclusif en Casamance. Merci. Il est 7h31. Bon, pour cette nouvelle saison, il faut que les gens arrêtent d'envoyer des messages à Hassan pendant qu'on est en direct. Non, mais Hassan,
Ça te perturbe, non, sur le plateau? Il fallait que je le dise, non? Ça n'arrête pas dès qu'on démarre. On va dire que c'est de la recherche pour contribuer à l'émission, à la richesse de l'émission. Ah, c'est pas des messages qu'on t'envoie, non? Non. J'ai l'impression que c'est les téléspectateurs. Non, mais il y a des gens qui regardent et qui n'arrêtent pas d'envoyer des messages quand ils nous regardent en direct. Tiens, par exemple, il y a Bamba Namori qui nous regarde en Côte d'Ivoire et qui nous a envoyé un gentil message. Merci beaucoup à nos frères ivoiriens. Il est ravi de nous retrouver ce matin. Il dit qu'on est tout pimpant. C'est vrai que tout le monde est super bien habillé ce matin. Merci, merci. Restez avec nous. J'ai vu ça. Voilà. C'est beau. Nerna, c'est moi qui te l'ai dit? Oui, parce que elle, j'ai reconnu l'artiste parce que Djella, je connais la voix, mais le titre, j'avais pas capté. Nerna Po. Non, pour nos amis d'Afrique centrale, de Côte d'Ivoire, Nerna, c'est agréable. Hein? Ouais. Nerna. Voilà. Finalement, on vous souhaite une agréable journée en notre compagnie. En fait. C'est bon. Ce qui est bon, Nerna. C'est agréable. Voilà, agréable. Succulent même, on pourrait dire, n'est-ce pas? Ça dépend. Ça pourrait être mieux. Délicieux. Tous les adjectifs finalement. Ça, c'est l'affaire de Khadi dans un moment dans la chronique littérature de nous trouver. Bon début de journée en notre compagnie et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct depuis 6h30 et sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous regarder également ce matin. Bonne journée à Khadi Fati, à notre ami Zawa Sadio, à Djenaba Djiba qui nous regarde, à Arfansek également qui nous suit ce matin depuis Thiès. Inspecteur, on vous envoie nos salutations. Au rendez-vous également les fidèles parmi les fidèles, je veux dire Samba beaucoup. Qui est au rendez-vous, Samba Guissé plutôt au rendez-vous ce matin. Et puis bien sûr, je vois également un message de Falilou Manamgen qui nous suit. Merci de votre fidélité. On passe à la chronique littérature avec Khadi. Et ce matin, on s'intéresse à l'itinéraire tumultueux, c'est ça, et enrichissant d'un agronome africain. Oui, et c'est de Amadou Ndao, dit Bouk Tanda. Alors, il est né en 1932. À Tambacounda et malheureusement il est décédé à l'âge de 90 ans et il a laissé entre nos mains ce livre-là donc d'une importance capitale. Alors c'est un ingénieur agronome. Après une riche carrière nationale, il devient fonctionnaire international en intégrant la FAO. Il est expert et chargé de mission. Et bon, il a fait plusieurs pays d'Afrique, tels que le Gabon et le Congo, etc. Alors, si on parle de l'œuvre, on peut dire que ce sont des mémoires. Parce que dans cet ouvrage, il retrace son enfance. Il retrace également tout ce que l'humain, par exemple nous les Sénégalais, l'Africain, tout ce qu'on a besoin. Par l'agriculture, parce qu'il a beaucoup insisté sur cette problématique qui est l'eau. Voilà. Il est nécessaire donc de trouver l'eau pour pouvoir faire donc une bonne agriculture. Alors, il a lancé un message à l'endroit de la jeunesse. Je vous propose de l'écouter. De regarder un peu le passé. Parce que ils ne l'ont pas vécu, mais j'ai constaté actuellement qu'on est sur une pente qui n'est pas la bonne. Parce que même sur le plan de la conception du développement, nous voulons copier sur les autres. Bon, on parle de toute forme d'agriculture écologique, mais je suis convaincu que si, avec les ressources humaines dont on dispose, et que les enfants sont très intelligents, et il suffit qu'ils acceptent de mettre leur intelligence au profit du développement pour décoller. Donc, aux jeunes, je dis, regardez un peu le passé. Mamadou Dia disait qu'en 81, avec les 4 plans régionaux, nous serions comme les Européens. Et on dit qu'aussi la Turquie, la Corée du Sud était au même niveau de développement que nous. Mais nous sommes en retard. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. On fait de la politique du matin au soir. On ne travaille pas. On ne pense pas, même les médias, c'est très peu qui écrivent sur le développement. 6 mois des élections locales, les gens ne parlent que de politique.
ne fait pas autre chose. Alors aux jeunes, je dis, vraiment, si on veut se développer, il faut qu'on se débarrasse de tout ça et qu'on soit des Sénégalais purs. Nous pouvons réfléchir à un plan de développement nous-mêmes. Nous avons suffisamment de ressources humaines, nous avons suffisamment de ressources naturelles, etc. Et j'ai beaucoup insisté sur l'eau parce que je pense que ça, c'est un peu sur le plan professionnel, je reviens un peu, parce qu'on avait loupé notre coche dès qu'on a décidé de prendre l'eau du lac de Guiers pour venir alimenter Dakar, traversant toute une zone rurale qui aurait pu être arrêtée. Et il y avait un projet, on est allé jusqu'à Moscou pour en discuter. Mais les jeunes aujourd'hui, la plupart ne pensent qu'à l'argent. Malheureusement. Or, ça, ce n'est pas le but. On peut se faire de l'argent en retournant à la terre, mais ce qu'il nous faut, nous, c'est penser d'abord au pays. On passe de souveraineté alimentaire, mais la souveraineté alimentaire, nous ne pouvons l'obtenir que par nous-mêmes. Là, nous pouvons décoller. Aux jeunes, donc, je dis de penser aussi à l'Afrique. Non pas le Sénégal, mais l'Afrique. Les Sénégalais, comme je dis, devraient se rassembler vraiment, compte tenu de leur appartenance politique, et pouvoir développer leur pays. Et même, bon, j'ai dit beaucoup de choses sur le financement, etc. Mais aussi être africain. Parce que nous sommes dans une phase où l'unité peut seule nous sauver. Mais avant de faire l'unité, il faut d'abord qu'on bâtisse notre Sénégal. Exact. Avant d'aller à l'unité, à mon avis. Bon, on peut faire quelques sorties, on peut s'allier à d'autres, mais je crois qu'il faut être prêt. Nos prédécesseurs nous ont montré le chemin. Malheureusement, la politique, les colons ont tout détruit et la mondialisation. La mondialisation est en train de nous perdre parce que nous nous retrouvons, en tout cas personnellement, je sens qu'on ne retrouve plus nos repères et qu'on s'inspire davantage des autres. Et que des types comme Cheikh Anta nous ont tracé vraiment une ligne de conduite qui pourrait vraiment servir de base. Sankara et autres. Il y a tellement de héros qui ont montré là-bas. Sankara, il a été éliminé pour ça. Et nous voyons que maintenant, au lieu de faire un pas en avant, on fait des pas en arrière. Donc la jeunesse devrait se remettre en cause et voir que le développement du pays ne peut reposer que sur elle. Retour en plateau, après évidemment ce message important et tous ces conseils donnés à la jeunesse par Amadou Ndao, qu'il repose en paix. Aujourd'hui, on revient sur son œuvre. Il parle de conscientisation, il appelle les jeunes à s'investir, à s'engager davantage. Chacun doit pouvoir faire quelque chose. Une petite note de lecture maintenant de cet ouvrage, Khady. Voilà, à la page 175, au terme du périple de ma carrière professionnelle, je dois rendre hommage d'abord aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et forestiers, au contact desquels j'ai enrichi mon expérience. Ces acteurs du développement rural, pleins de sagesse, de courtoisie, de considération pour l'étranger, sont les piliers de l'économie du pays. Malheureusement, ils ne bénéficient pas correctement des fruits de leur labeur. On leur impose les fruits d'achat de leurs produits sans tenir compte de leurs charges d'exploitation ni des risques qu'ils encourent. Le Sénégal a des ressources en eau de surface et souterrain permettant d'irriguer plusieurs centaines de milliers d'hectares. D'ailleurs, des experts estiment que 10 milliards de mètres cubes d'eau sont déversés dans la mer chaque année, en estimant à 5000 mètres carrés, 5000 mètres cubes par hectare, la moyenne de consommation des cultures, et rien qu'en récupérant 5 milliards de mètres cubes, on pourrait irriguer 1 million d'hectares. Et Senghor, cité des mémoires par son ami Abdourahmane Dia, disait « Le développement rural est à la base du développement économique ». Karl Marx ne le savait pas. Lénine l'avait un peu compris et Mao l'avait bien compris. Aujourd'hui, le constat est que sous ce concept, la Chine est devenue l'une des plus grandes puissances du monde grâce au développement des communes rurales. Commentaire sur justement cet ouvrage. Enfin, on n'a pas tout lu, mais je crois qu'il a bien compris. C'est un homme de gauche qui parle, hein, quand on voit ses références. Hein, il a cité de grands hommes de gauche, la gauche historique, hein, Mao, Lénine et tout cela. Et
si on s'apprécie sur l'expérience chinoise, quand même, elle est couronnée de succès, même si au tout début, ça n'a pas été évident. Il y a eu beaucoup de programmes ratés. Il y a eu même des épisodes de famine en Chine communiste, dans les années 50. Mais quand même, ils n'ont jamais renoncé. Ils ont toujours essayé d'autres modèles, toujours en s'appuyant sur l'agriculture. Aujourd'hui, la Chine, malgré le gigantisme de sa population, plus d'1 milliard, est un pays autosuffisant. Une puissance économique. Est devenue autosuffisante donc, dans le domaine agricole pour nourrir sa population. Pourquoi pas le Sénégal, qui n'a que 18 millions d'âmes à nourrir? Je pense que c'est un modèle qui peut inspirer plus d'un. L'agriculture, rien ne peut réussir sans elle. C'est la base, j'allais dire. C'est la base, et en écoutant Alioune Badara, c'est l'exemple de l'Égypte aussi qui me vient en tête. C'est un pays dont le territoire est pratiquement à 90% aride et ne peut pas permettre un certain nombre de cultures, mais avec le Nil qui traverse tout le pays de long en large, ils ont réussi à devenir, en tout cas, le principal exportateur de légumes, de fruits, et c'est seulement dans les rivages du Nil qu'ils arrivent à faire cela. Donc, c'est dire l'importance de l'agriculture si elle est prise au sérieux. Et si les bonnes politiques sont appliquées pour améliorer les choses. J'ai 4 minutes avant la fin de cette émission. Allez-y très rapidement, une minute. Juste dire que pour qu'on se développe, il faut qu'on aille peut-être vers un modèle bottom-up, en partant de la base, en partant des communautés. Aujourd'hui, au Sénégal, on a beaucoup d'organisations de producteurs qui ont assez d'expérience, on a beaucoup d'associations féminines, etc. Mais souvent, le problème, c'est la question de la relève, c'est la question des ressources, c'est la question des appuis. Il y a beaucoup d'opportunités, mais souvent, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et ça, c'est un défi global et il faudrait trouver les moyens aussi d'intéresser les jeunes à ça, de rendre l'agriculture au Sénégal beaucoup plus attractive pour les jeunes, pour qu'ils s'y voient, pour qu'ils s'identifient à ça et qu'ils ne voient pas l'agriculture comme un métier de paysan ou de pauvre, alors que... La perception. Exactement. Elle est importante, absolument. Elle est fondamentale. Dispendieux, autant pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ma chère Khady? Dispendieux, donc du latin dispendere, dis qui signifie dépenser. Alors, ce synonyme, c'est cher, coûteux, exorbitant. Alors, exemple, les femmes s'adonnent parfois à des dépenses, donc dispendieux. On allait dire à des dépenses. Je ne sais pas pourquoi elle a dit les femmes, mais elle a été prudente, elle a dit parfois. Voilà. Et les hommes? Et les hommes sont raisonnables quand même. Ils sont raisonnables. Oui. Ils flambent moins. Les hommes flambent moins. Ah, dès que j'ai entendu l'adjectif, moi j'ai pensé aux femmes. Je l'avoue. J'ai 3 minutes. Je n'ai pas le temps d'ouvrir le débat ce matin sur ce sujet. Merci beaucoup, ma chère Khady, pour évidemment ces explications et cet ouvrage qu'on vous recommande vivement. Il ne me reste que 3 minutes. On va les consacrer à notre invité. J'aurais voulu qu'on réagisse, mais peut-être aurons-nous le temps de revenir demain sur cette vente aux enchères, suspendue finalement, parce que ça a créé un tollé. On a été choqués de voir cela. Heureusement que l'État du Sénégal a pris les devants pour négocier avec la vendresse. On espère qu'un accord sera bien évidemment trouvé et très rapidement, parce que ce serait inconcevable quand même qu'on puisse vendre toute la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor. Mais bon, je pense que cela devrait aussi interpeller nos anciens dirigeants également à léguer une partie de leur patrimoine, de leur vivant au Sénégal qui leur a tout donné. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas passer également tout notre temps à... Parce que c'est une question d'héritage et de succession. Qui ont pu hériter de ces biens-là et qui généralement ne sont même pas sénégalais. Parce qu'imaginons, je pense... Dans ce cas particulier. C'est-à-dire que Senghor l'a légué à sa femme l'a légué à sa sœur, qui l'a légué à sa gouvernante. C'est ça. Donc, du président Senghor qui hérite de ses biens. Du président Senghor. C'est ça. Alors peut-être si le président Senghor de son vivant également avait légué ce patrimoine-là au Sénégal, qui lui a tout donné, l'État sénégalais actuel n'aurait pas déboursé autant d'argent pour récupérer tous ces biens-là. Ça aussi, il faut poser cette question sur la table. Ne pas faire trop dans le sentimentalisme également. Mais il faut les récupérer dans tous les cas. Et que ça reste un bien commun finalement. Que tout le monde puisse consulter tous ces biens. Et puis également, même on a un musée Senghor. On a besoin de tout ça là-bas. Oui, absolument. Certains de ces biens-là, ils les reçoivent de par leur qualité de président en exercice du Sénégal. Ça aussi, je ne sais pas ce qu'en pensent peut-être nos juristes.
Voilà, il y a lieu de réfléchir sur tout cela. On n'a pas le temps de faire tout ça ce matin. Le temps nous est compté. Il nous reste une minute, Khady. J'aimerais qu'on est trop sur l'émotion, en fait. Demain, on en reparle à Lyon. Non, moi, j'ai déjà... Non, demain, on en reparle. Il va être 8h. J'aimerais qu'on redonne la parole à notre invité. Salif Kanouté, très rapidement. Les projets concrets et les perspectives en termes de... Très rapidement, on a mis plus de 20 projets en œuvre. Un projet d'engagement citoyen déjà, qui, depuis 2017, qui a amené les jeunes à se poser les questions sur leur rôle en tant qu'acteurs de changement. Donc beaucoup de jeunes, à travers notre appui, ont réussi à mettre en œuvre des projets entrepreneuriaux avec l'appui de partenaires comme l'USAID notamment. La Banta Corona, lors de la Covid-19, nos volontaires ont pu mobiliser plus de 100 000 membres de la communauté à apporter une réponse. Actuellement, par exemple, des écoles de Ziguinchor ont été impactées par les manifestations violentes. Donc, avec l'appui de l'UNICEF et du PNUD, nos équipes ont pu mobiliser la communauté autour de manière à ce qu'ils s'approprient et qu'ils commencent à réhabiliter les écoles. On a actuellement aussi un projet avec l'USAID de 3 millions de dollars qui s'appelle Yiriwa pour le développement positif des jeunes qui va sur 4 ans. Et puis un autre avec Chemonix soutenu par l'USAID sur la question de la gestion des ressources en eau en rapport avec ce qui a été dit. Je pense qu'il va falloir que je revienne. Oui, ça c'est bien dit. Vous venez quand vous voulez. Vous étiez bien en plateau et top avec nous. Merci Khady, merci Hassan, merci Alioune. C'était un exercice pas évident, mais c'est toujours un plaisir de le partager avec nos invités. Demain, dès 6h30, on se retrouve pour un nouveau Quinqueliba. Excellente journée et merci de nous avoir regardés. Au revoir. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line.